Bonjour et bienvenue à l'Institut des Libertés en cette très jolie journée de novembre. Je crois qu'on est tous ravis. Je crois que de façon générale, on peut dire que novembre, on n'aime pas. Je crois que ça fait partie de ces moments, c'est un peu comme Mars. Mais Mars, au moins, on voit le bout du tunnel. Là, on se dit, les jours continuent à raccourcir, il fait froid, il fait humide. Comme disait le moniteur de ski que j'aimais bien, qui nous écoute peut-être d'ailleurs, parce qu'il est resté un vieil ami, c'est des journées qui servent à rien. Oui, des jours qui servent à rien. Alors, néanmoins, on va essayer d'être un petit peu utile. Aujourd'hui, c'est une émission où on va répondre à vos questions, mais au-delà de ça, on va traiter un certain nombre de sujets de fond, le premier desquels étant le Japon. Et quand on doit parler du Japon, ça veut dire revenir sur cette histoire de taux de change, parce que c'est véritablement la question qui nous a amenés à l'origine, en tout cas dans la partie Université de l'épargne, à considérer le Japon. Pourquoi le Japon ? Parce qu'à l'époque, Charles s'était rendu compte, grâce à de savants calculs, que la parité des pouvoirs d'achat était telle, qu'il y avait un tel écart type entre la monnaie japonaise... Là où ils étaient et là où ils devraient être. Là où ils devraient être, qu'il arrivait un moment, en général c'est le cas dans l'histoire, où on ne peut pas rester trop loin de là où on devrait être. On y revient toujours. On y revient. Voilà. Sauf qu'on a continué à s'en écarter, ce qui est extrêmement désagréable. Toutefois, cela fait 1 an que sur cette position. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui n'est pas énorme, parce qu'un retour à une parité de pouvoir d'achat peut mettre jusqu'à 2 ans. Bon, bref, dans l'histoire, si on regarde des cycles. Mais certains d'entre vous, qui par ailleurs ont du mal à prendre la véritable notion de ce qu'est un portefeuille. Un portefeuille, ça n'est pas la somme de vos positions, je vous le répète, mais je le dis encore. J'ai des gens en commentaire qui arrivent en me disant « Mais qu'est-ce qu'on fait sur le yen ? C'est horrible !» Le yen a baissé, peut-être parce que l'or est monté. Et voilà. Et donc, si vous voulez, vous avez tout plein d'or qui marche très bien. Et c'est peut-être Madame Watanabe qui, n'étant pas contente du yen, s'est mise à acheter plein d'or. Et donc, le yen a baissé pendant qu'elle achetait son or. Donc, encore une fois, le yen, les valeurs énergétiques et l'or, c'est un petit peu ce qui est censé se répondre l'un à l'autre. Donc, vous devez regarder la moyenne des trois pour vous avoir une idée de la position antifragile de votre portefeuille, etc. Et surtout, en tout cas, le yen et l'or, c'est un peu le même animal. Donc, voilà, si on avait des portefeuilles en yen, on cartonnerait comme des fous. Parce que le yen, l'or, il n'est pas monté de 49% depuis qu'on l'a acheté, il est monté de 80% en yen, quoi. Donc c'est fou, quoi. C'est complètement dément. Donc, encore une fois, ce qu'on essaye de faire à l'Institut des Libertés, et bien sûr encore plus dans l'Université de l'épargne, c'est de vous rappeler que un portefeuille, c'est comme une équipe de rugby. Hein. Vous avez des gros qui ne courent pas très vite, mais qui sont difficiles à bouger. Vous avez des gars qui vont comme des fusées à l'aile, là, comme on l'a vu le week-end dernier avec le petit Biarré, là. Et puis, vous avez des gens au milieu qui font un peu de tout. Donc, en aucun cas, on ne va pas vous faire un portefeuille, il n'y aura que des ailiers. Parce qu'à ce moment-là, quand il s'agit de courir très vite, ils marqueront tout plein d'essais. Mais si, par exemple, le terrain devient boueux, le vent se met à souffler, on ne les voit plus, les gars. Donc, il faut une équipe, c'est quelque chose qui se répond, c'est-à-dire qu'il faut que les gros, le demi-de-mêlée en général, il n'est pas très costaud, c'est le numéro 9, là, il n'est pas très costaud, et le rôle des gros, c'est de protéger le numéro 9. Et dans l'idée d'un portefeuille antifragile, qui est celui de Charles, ou dans un portefeuille de Brown, vous n'avez jamais vos 4 positions, enfin ça peut arriver, mais il sera rare que vos 4 positions montent en même temps. Ça peut vous paraître contre-intuitif, mais c'est par définition, si vous avez des positions de repli qui sont des positions antifragiles, qui sont là pour assurer une certaine sécurité, c'est-à-dire être un absorbeur de choc. Un absorbeur de choc, vous allez avoir des moments où ça fera rien. Et si les 4 positions montent en même temps, je serais très inquiet parce que ça veut dire qu'elles peuvent aussi baisser les 4 en même temps. Et donc dans ces cas-là, vous avez une volatilité accrue et c'est ce qu'on appelle un portefeuille à la turque. Si vous voulez un portefeuille à la turque, vous aurez alors que des actions et de l'or, par exemple, mais vous devez vous astreindre. Ça va bouger dans les deux sens et vous aurez une immense volatilité. Voilà, donc... Pour ce qui est, alors tu avais Paul Astrade qui a une question sur plus spécifique. Bonjour, on entend beaucoup parler de la fin du carry trade car les taux japonais ont
beaucoup monté. Donc, il est moins intéressant d'emprunter du yen pour faire du rendement sur du dollar. Oui. Néanmoins, je n'entends jamais d'argument qui viendrait contrebalancer cette idée. Il me semble que l'économie japonaise est par nature moins inflationniste que l'économie US. Donc, il est probable que l'inflation à moyen terme y soit plus faible, ce qui pourrait prolonger dans une certaine mesure l'intérêt du carry trade. Qu'en pensez-vous? Oui, mais ce que j'en pense, si vous voulez, c'est que le yen devrait être vis-à-vis du dollar aux alentours de 110. Il est à 154 ou 155. Donc il est extraordinairement sous-évalué. Alors ce qui se passe en ce moment, c'est que le Japon a, quand tu regardes la balance des paiements japonaise, tu as des comptes courants qui sont en excédent, et puis jusqu'à tout récemment, une balance commerciale des biens, et des biens, là tu sais, des voitures, des machines-outils, etc., qui étaient en déficit. Mais le yen est tellement sous-évalué maintenant que depuis un an, ce déficit de la balance commerciale a été complètement couvert. C'est-à-dire que maintenant, ils sont en équilibre commercial et avec un excédent du revenu des capitaux monstrueux. C'est-à-dire que maintenant, tu peux dire qu'il n'y a pour ainsi dire aucune monnaie qui sort du Japon de façon naturelle. Tu vois, c'est un pays qui absorbe la liquidité. Mais moi, ce qui me fait très peur là-dedans, c'est que ils ont récupéré à peu près 2 à 3 points de PIB japonais avec cette hausse de la balance commerciale. Mais ces 2 ou 3 points, ils les ont pris à quelqu'un, là, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'ils ont dû les piquer à l'Allemagne ou à l'Europe. Et donc, plus le yen japonais est bas, puisqu'ils font exactement la même chose que les Allemands, plus les Allemands se retrouvent dans une situation impossible, parce que leur principal concurrent, il est 3 écarts types sous-évalués, quoi. Donc, ce que je dis, tu veux t'acheter une Mercedes, ça va te coûter 100 000 euros. Tu vas t'acheter une Lexus, ça va t'en coûter 50 000. Mais c'est pas raisonnable. Est-ce que tu ne penses pas que par accessoire, par effet de conséquence, on ne pourrait pas se retrouver, nous, avec un problème sur la dette, parce que les Allemands, quand même, achètent beaucoup de dettes françaises? On pourrait se retrouver avec un problème de dette, mais moi, surtout, ce qui me fait peur là-dedans, c'est que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive. Regarde, tu prends par exemple la création de l'euro. Tu bloques le taux de change de l'Italie par rapport à l'Allemagne et de la Grèce et tout ça est bloqué. Mais ça s'est fait en 2000. En 2012, tout saute. Tu sais, ensuite on a fait des saloperies pour maintenir l'euro, mais il n'était pas viable. Bon, tu prends ce qu'a fait la Chine en 1994, en fait en 31 décembre 1993, la Chine dévalue sa monnaie à l'époque de 50% contre le dollar. Toutes les monnaies en Asie étaient fixées par rapport au dollar. Donc la Chine dévalue de 50%, pam. Bon, c'était en 1994. En 1998, la Chine est tellement compétitive qu'elle a foutu en l'air toutes les économies des pays autour d'elle, et ça crée la crise asiatique. Donc, ce qui m'embête, c'est que le yen et le renminbi sont tous les deux tellement sous-évalués que je me dis que c'est carrément une déclaration de guerre économique qu'ils font au reste du monde. Et ils vont faire sauter des gens partout. Mais je ne comprends pas, alors que Trump s'est permis d'intervenir absolument partout pour dire « dis donc, ça suffit », et que, quelque part, il est intervenu pour dire « ça suffit, cette ingérence, ça suffit, cette façon de faire du commerce par une sorte de dumping monétaire ». Et puis, il a mis des droits de douane. Il a mis des droits de douane pour empêcher que... Voilà, mais... Pour remettre... Il aurait pu dire à ces gars-là, dis donc, vous remontez votre monnaie de 30%. Je ne comprends pas qu'il n'aille pas voir la BOJ en lui disant « les gars, je suis désolé, mais il va falloir que vous me remontiez ça ». La BOJ, il est embêté en ce moment parce que la BOJ, maintenant, le Japon a décidé d'avoir comme première ministre une dame, que cette dame est une nationaliste forcenée et qu'elle est en train de faire des bruits de bottes contre la Chine et que, du coup, comme le Japon et les États-Unis sont alliés militaires, du coup, il ne peut pas vraiment faire pression sur le Japon quand le Japon est en train de titiller la Chine. Donc, tu vois... Mais ça, c'est des trucs de politique, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tu regardes depuis 2000, au moment où ça a commencé il y a un truc qui s'appelle le taux de change effectif des monnaies, c'est-à-dire, c'est calculé par la BRI, la Banque des règlements internationaux, c'est très bien fait. Tu prends le commerce, japonais, tu te rends compte qu'il y a 20% de leurs exportations qui vont aux États-Unis, donc ils mettront un poids de 20% dans le dollar, puis il y en a 3% qui vont au Japon, au Canada, ils mettront 3% sur le Canada, donc ils bâtissent ce qu'on appelle un taux de change effectif, qui est fonction de commerce du pays, extérieur et intérieur. Bon.
Ce taux de change effectif entre les différents pays, de 2015 à 2020, c'est resté à peu près tout le monde était à 100, c'est-à-dire l'équilibre, quoi. Et alors, depuis 2020, moi, compte tenu de ce qui s'est passé, je me serais attendu à ce que les monnaies américaines et européennes se pètent la gueule et que les monnaies asiatiques passent au travers du toit. Mais pas du tout, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Les monnaies asiatiques ont baissé de 15% et les monnaies européennes et américaines ont monté de 10%. C'est-à-dire que les pays les plus faibles dans le commerce international viennent de se prendre une réévaluation de 25%. C'est complètement idiot. Ça va amener à des trucs. Donc, je crois que ce qui se passe, c'est que les pays, en particulier l'Europe, ont décidé, comme ils sont en train de partir en faillite, de vendre leurs actifs qu'ils avaient au Japon, aux États-Unis, partout, et de les ramener dans l'euro pour se refaire des fonds propres et acheter des obligations françaises qui sont des trucs de bonne qualité. Non, mais c'est qui en zéro en réserve obligatoire. Bien sûr, Donc, voilà. ils sont passés si tu vends une obligation japonaise, il y a 20 ou 30% de réserve obligatoire, et donc tu vends le yen, tu achètes bon, et tu te retrouves avec une monnaie qui monte en France. Donc, au niveau individuel, les mesures de protection prises par les institutions financières ou les caisses de retraite en Europe pour protéger, pour empêcher la volatilité dans leurs comptes, peuvent amener à un vrai problème global. C'est-à-dire que encore une fois, un des gros problèmes de l'économie, c'est que des gens prennent des décisions individuelles qui toutes sont rationnelles, mais que le résultat, c'est pas toujours rationnel. Par exemple, si on te dit que ta banque va faire faillite, tu vas te précipiter pour retirer du cash. Mm-hmm. Si tout le monde le fait, il y a un bank run. Il y a un bank run et la banque fait faillite. Alors que sinon, elle n'aurait pas fait faillite. Ouais. Donc je veux dire, parfois, il y a une contradiction entre des décisions parfaitement rationnelles qui sont prises au niveau individuel et puis le résultat collectif où tu te dis, mais c'est complètement couillon. Mm. Et je me demande si on n'est pas dans un de ces trucs-là. Ce qui veut dire que quand la crise arrive, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que d'abord, elle est très rapide, et puis ensuite, les dégâts sont très importants, quoi. C'est ce qui s'est passé en Asie, quoi. Et c'est ce qui s'est passé quelque part au moment de Lehman Brothers. Certes, il y avait cette histoire de dette qui était mal libellée, mais au-delà de ça, les instances bancaires n'auraient jamais dû laisser filer le truc. Alors, la petite histoire, c'était que le directeur... Le secrétaire d'État au Trésor était un ancien patron de Goldman Sachs et qui voulait se payer Lehman Brothers. Et qui voulait se payer Lehman Donc, Brothers. Donc, il a fait faire faillite à Lehman Brothers parce que ça permettait à Goldman de ne pas avoir de concurrents. Sans regarder les conséquences. Et surtout, à mon avis, ils n'avaient pas compris que le réseau bancaire, c'est une espèce de maillage, et que si ça se grippe quelque part, ça se prend en masse partout et que ça s'arrête de fonctionner. Donc, bref, ça a été une série d'erreurs. Mais oui, mais quand il y a des erreurs qui sont faites à gauche, et puis ça a un impact à droite, ils peuvent commencer à faire des erreurs aussi. Donc, les erreurs s'accumulent, quoi. C'est souvent ce qui se passe dans les crises, d'ailleurs, parce que tout le monde panique, personne n'y comprend rien. Oui, et tout le monde dit il faut arrêter le capitalisme. En général, c'est l'État qui a fait des bêtises. Donc, encore une fois, ce qu'on veut dire, c'est que pour l'instant, ça nous embête, mais que c'est pas... ça ne remet pas en cause la construction du portefeuille tel qu'on l'a construit. C'est-à-dire cette façon de raisonner qui est, ça n'est pas une série d'objets individuels, c'est un objet collectif. Alors, Arthur te pose la question. Bonjour Charles, bonjour Emmanuel. Merci pour vos vidéos qui passionnent et m'ont permis de faire des premiers investissements depuis mes 16 ans. Ma question est, en vue de la forte croissance des marchés asiatiques et chinois, quels indicateurs nous permettent de savoir quand il faudra vendre pour un layman? Pour un layman. Alors, il y en a un qui est assez facile, et que je suis pour à peu près tous les pays. C'est une courbe du pétrole dans la monnaie du pays. C'est-à-dire... N'oubliez jamais, l'économie, ça n'est jamais que de l'énergie transformée. Et dans le fond, vous vérifiez si l'énergie est transformée de façon profitable par les sociétés en regardant l'indice du pays. L'indice boursier du pays, en principe, si tu transformes l'énergie de façon profitable, il a tendance à monter. Et puis dans le cas contraire, si l'énergie monte plus vite que le marché, ça veut dire qu'il y a un loup. Et à ce moment-là, le marché a tendance à baisser. Donc, pour moi, ce que je regarde, c'est que je regarde l'indice du pays divisé par le prix du pétrole. Si l'indice du pays est divisé par le prix du pétrole, c'est une espèce en termes réels, si tu veux quoi. Si l'indice du pays monte plus vite que le pétrole, pas de souci les gars, tout va bien.
Si l'indice du pays se met à monter moins vite que le pétrole, ça veut dire qu'il commence à y avoir des goulots d'étranglement et que là, les marges des actions, les marges des sociétés, c'est ce qui va douiller. Donc, ce que je regarde, c'est le prix du pétrole par rapport à l'indice. Par exemple, je fais un ratio que j'utilise depuis toujours entre le Standard & Poor's et le prix du pétrole, le WTI du Texas. Mais je suis embêté en ce moment parce que il y a de plus en plus de sources d'énergie qui ne sont pas le pétrole. Tu vois, pendant longtemps, c'était l'augmentation marginale, ça se passait sur le pétrole. Or, maintenant, c'est plus le cas. Oui, puis on commence à voir arriver des ETF sur le nucléaire et des choses comme ça. Sur le nucléaire, etc. Mais surtout, alors, ce qui me paraît, ce que personne ne dit, c'est que l'énergie marginale sur laquelle tout le monde tire comme un fou, comme des fous, c'est le charbon. Et donc le charbon, si tu veux, la demande de charbon a été l'utilisation de charbon l'année dernière la plus forte qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Et les mines de charbon sont en train de réouvrir partout. Et donc ça m'embête parce que si on passe au charbon, moi j'avais fait l'hypothèse qu'avec toutes ces bêtises écologiques, on allait bien nous foutre la paix avec le charbon, mais pas du tout. Pouf, ils se mettent à utiliser du charbon. D'autant que si la grosse croissance se passe en Asie, ils n'ont aucun problème avec le charbon. Non, toute la Sibérie, c'est que du charbon. Donc il n'y a pas de... C'est pas ce qui manque, par contre. Donc le vrai embêtement que j'ai... Alors ce que j'essaye de commencer à faire, mais là je le parle... Je me dis, bon... Prospective. Non, je parle... Dans ta tête. La cuisine que je suis en train d'essayer de faire pour contrer ça, c'est que je me dis, bon, je vais prendre l'indice des prix de l'énergie, qui est publié par les États-Unis, que les ménages paient. Parce que c'est sans doute ça, un bon mix des différentes sources d'énergie. Tu vas avoir de l'électricité, du nucléaire, du charbon, et tu vois, donc à la place de prendre simplement le pétrole, je prends cet indice-là en me disant c'est une espèce de moyenne pondérée de l'utilisation, parce qu'aussi aux États-Unis, ils remettent en marche les mines de charbon. Donc voilà, mais c'est pour ça, encore une fois, la difficulté dans ce métier, c'est que quand vous utilisez des outils, si l'utilisation d'un outil change ou il y a un concurrent qui apparaît, le prix n'est plus le même. Si je veux dire, les choses ont changé, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours dans ce métier, si vous voulez avoir l'air idiot, vous faites ce métier. Oui, voilà. Parce qu'on a toujours l'air idiot à un moment ou à un autre. Et plus fréquemment qu'on ne le pense. Et alors justement, tu as toujours une question. Bonjour Emmanuel, comment expliquer le cours actuel du pétrole presque au plus bas depuis 5 ans ? Mais c'est exactement ça. C'est que quand vous voyez le boom du charbon en Chine, quand vous voyez le boom du charbon aux États-Unis... Mais du coup, on n'a pas peur pour nos ETF, à nous ? Alors, la beauté de la chose, c'est qu'on a choisi un ETF des grandes sociétés américaines et qu'elles, elles sont un peu partout, elles aussi. Elles sont un peu la distribution, elles sont... Et pour ceux qui ont regardé du Total. Oui, et qu'elles ont des rendements qui vont entre 3 et 5%. Donc, c'est une position qui est tenue par et qu'elles ont toutes des cash flows positifs. Oui, mais j'avais dit aux gens, si vous voulez, vous achetez Total. Alors, il a commencé à se péter la gueule, puis il est remonté. Donc, ce que j'essaye, c'est dans ce portefeuille de dire s'il y a un pet qui arrive, il viendra de l'énergie. Et en principe, les majors pétroliers, ils sont dans tous les trucs. Ils peuvent avoir du gaz, ils ont pas mal de gaz de schiste. Ils ont acheté toutes les grosses sociétés de gaz de schiste, bref, aux États-Unis. Donc, je me dis, eux, ils savent gérer la demande d'énergie en utilisant les différents trucs. Moi, je sais pas. Mais par exemple, ton frère, dans les portefeuilles qu'il gère, lui, il est bourré de valeurs de charbon, quoi. Ah oui. Bah oui, parce qu'il dit à se vendre à 2 fois le cash flow. Donc, pour ceux qui voudraient être un petit peu plus inventifs, ils peuvent regarder. Je ne sais même pas si un ETF charbon existe. Non, mais tu peux peut-être acheter des sociétés directement. Des sociétés directement, mais alors là. Ah, je sais pas, là, oui, non, mais je sais, ça, c'est du stock picking. Oui, mais il y en a qui font ça sur notre site. Voilà. Donc, du stock picking, du gaz, si vous voulez le faire sur le charbon, et aussi sur le gaz de schiste, là, vous en avez, oui. Par exemple, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que le plus gros réservoir de gaz de schiste dans le monde, c'est l'Argentine. Donc maintenant qu'ils redeviennent gérés à peu près normalement, que les contrats veulent dire quelque chose et tout, il n'est pas impossible que Exxon aille acheter des gaz de schiste en Argentine et les développe... Mais tu sais ce qu'on dit toujours sur l'Argentine. La principale maladie de l'Argentine sont les Argentins. Les Argentins, oui, c'est la vieille blague, ça. C'est des Italiens qui parlent l'espagnol et qui se prennent pour des Anglais. Alors,
n'est pas rendu. D'ailleurs, ils jouent très bien au rugby. Donc, on leur pardonnera tout. Ouais. Enfin, tout ça pour dire que, pour l'instant... Tout ça pour dire que l'énergie, c'est un domaine complexe et qu'on a une position qui est là. C'est presque comme prendre une assurance tout risque pour votre voiture, quoi. Vous espérez que vous n'aurez pas d'accident. Mais je sais que si l'accident arrive, ce sera sans doute l'énergie qui déclenchera le problème. Enfin, ça a toujours été ce cas-là dans ma vie. Mais enfin... Tu te souviens de Diabolo et Satanas ? Voilà, je vais faire un petit Satanas. Bonjour, que pensez-vous de l'investissement en private credit ? Alors, le private credit, c'est un truc... Oui. Alors, le private credit, c'est un truc qui est tout un truc de relations publiques. Vous expliquez que vous allez investir dans des sociétés de taille moyenne, dans un fonds, et que ce fonds, il va avoir une volatilité très faible et qui fera beaucoup mieux que le marché des actions. Et vous dites, en effet, ça me paraît très bien ce truc, je m'en bourre. Mais la réalité, c'est que ceux qui font les valorisations des sociétés de taille moyenne qu'ils ont mis dans votre portefeuille, c'est eux qui font la valorisation. Et je tiens à rappeler aux gens qui nous écoutent que c'était Madoff qui faisait la valorisation de ses positions et que ça a marché pendant un certain nombre d'années jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Donc ce qui m'embête avec ça, c'est que vous prenez l'indice des sociétés de taille moyenne sur la bourse de New York et vous voyez que ça a été pas très bon depuis des années. Et des gars qui achètent le même genre de valeur que celles qui sont dans cet indice, ils vous font du 12% par an, alors que les autres, ils font du 4% par an. Tu te dis, c'est le même genre de société, normalement ça doit être le même prix, mais c'est simplement parce que dans le cas des sociétés de taille moyenne cotée, c'est le marché qui détermine le prix, et là, c'est les gars qui les gèrent. Et ils vous prennent en plus souvent il faut 2% pour gérer le portefeuille, et puis 20% sur les plus-values. Les plus-values qu'eux-mêmes calculent sans que ce soit des plus-values de marché. Donc, moi, ces sociétés, c'est un énorme Madoff. Mais ça représente 5 000 milliards de dollars, c'est complètement fou. Tu as un monsieur qui est venu te voir la semaine dernière, qui avait été géré par une grosse société comme ça, qui a traversé toutes les années 80, toutes les années 90, et son portefeuille qui était valorisé à quelques millions, n'a rien fait. C'est-à-dire, il a un agent de change, enfin un courtier, un gérant. Il a réussi à pas gagner d'argent de 1980 à 2020, quoi. Il a réussi à traverser les années 80 sans gagner d'argent. Sans gagner d'argent, ça. Mais... Il suffisait. Donc, si vous voulez, c'est là. Mais alors, ce qui se passe, c'est que le vrai problème, c'est ces gens-là, ils gagnaient de l'argent parce qu'ils empruntaient à zéro à un moment, et puis ils achetaient ces sociétés qui donnaient du 4-5% de rendement de dividendes. Ils prenaient du levier, donc c'était... Parce qu'aussi, ils prennent du levier. Oui, mais du levier, ça marche très bien quand tu as des taux zéro. À partir du moment où tes taux remontent... Tu te remontes, d'abord, tu ne gagnes plus. Mais surtout, la question, c'est maintenant... Quand j'ai commencé dans ce métier, il n'y en avait presque pas. Mais il y en avait quelques-uns qui le faisaient déjà. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 000 milliards de dollars. La question, c'est qu'il va falloir sortir de ces positions, c'est-à-dire les coter dans le marché ou trouver quelqu'un qui va acheter ces sociétés au prix qu'ils ont mis dans la valeur. Et je suis à peu près persuadé que il va y avoir des ventes forcées et que ces sociétés-là, la valorisation qu'elles ont aujourd'hui n'a rien à voir avec leur valorisation de marché, quoi. Et c'est probablement une des raisons de la prochaine baisse, c'est tout le monde va dire, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Vous savez, c'est souvent ce dont on parle, les eating sardines et les trading sardines. Eh ben, il y a beaucoup de trading sardines quand même dans le private equity. Dans le private equity. Et puis, je vais vous dire un autre truc. Mais moi, quand j'ai commencé dans ce métier, dans ma promotion à Toulouse, on était une centaine, je crois. J'étais le seul à choisir la finance, et encore par hasard, quoi, parce qu'on va faire un boulot qui avait l'air intéressant. Aujourd'hui, la quasi-totalité des gars qui sortent d'HEC, des SEC, etc., ils vont dans le private equity. À mon avis, il y a beaucoup de monde dans ce private equity. Je ne suis pas certain que... Tout le monde apporte une valeur ajoutée au... Je ne suis pas sûr. Ouais. Alors, j'ai une question concernant la croissance asiatique.
Bonjour Charles, bonjour Emmanuel. Certes, l'économie mondiale pivote vers l'Asie, mais toutes les industries européennes ne réalisent pas majoritairement leur CA en Asie. Dans la mesure où il n'y a pas de croissance en Europe, est-il toujours opportun de s'intéresser à l'indice général des industries européennes ? Oui, parce que... Alors, il y a 2 réponses à cette question. La première est de dire, si vous pouvez directement acheter en Asie et que vous avez confiance dans les ETF, etc., vous achetez en Asie, il n'y a pas de problème. La deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'institutionnels européens qui n'ont littéralement pas le droit d'acheter ailleurs qu'en Europe. Donc, moi, j'ai recommandé, par exemple, un ETF sur les valeurs industrielles européennes, simplement parce que ça serait moins mal. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si tu achètes l'indice, tu vas te retrouver avec des banques et des carrefours dont tu veux pas. Mais si tu achètes un truc des valeurs industrielles, il y en aura au moins une partie de ceux-là qui vont cartonner en Asie. Tu sais pas. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est... Il y a des gens qui m'ont dit, par exemple, il y a quelques années, je ne peux pas acheter d'obligations chinoises parce que je ne sais pas comment faire, etc. J'aurais dit, vous achetez que de l'or. Tu vois, donc, il y a des moments où, dans la gestion, ta décision est fonction de la réglementation qui s'applique à toi. Et à ce moment-là, oui, en effet, c'est peut-être pas optimum, mais c'est mieux que d'acheter l'indice général, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses que la Chine a absorbé l'inflation qui aurait dû être générée par la politique monétaire ultra accommodante des banques centrales depuis 2000 à 2020 ? La Chine, d'abord, elle n'a pas tellement augmenté. Elle a augmenté depuis un an et demi. Si tu regardes la masse monétaire en Chine, jusqu'à 2 ans, elle ne montait pas du tout. La Chine, et en plus... Si j'ose dire, les investissements massifs qu'ont fait la Chine, ça a été plutôt dans l'industrie, la production de biens et de services et de choses comme ça. Donc, si l'inflation, c'est avoir trop de monnaie et pas assez de biens, la Chine, ils sont plutôt dans une situation où ils ont trop de biens et pas assez de monnaie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça qu'ils sont en déflation, d'ailleurs. Quand ils ont arrêté tout le développement immobilier et qu'ils ont réfléchi avec le Bretton Woods Act, oui. Ils ont véritablement remis le pognon dans l'industrie. Et il n'y a qu'à voir depuis l'explosion de leurs exportations, c'est monstrueux. Et alors, voilà, et c'est ça qui nous amène à une très bonne question du reste que je vais te poser et à cette croissance ricardienne qu'on vous fait jouer. Et alors, il y a aussi autre chose qui me trouble beaucoup, c'est que on vous dit la Chine a des problèmes monstrueux de déflation et tout, mais nominalement, le PIB, je crois, est monté de 4% en Chine l'année dernière, mais la population maintenant ne monte plus ou baisse, donc ça fait une hausse de 4% nominale. Mais s'il y a une déflation de 2%, ça veut dire que la hausse du PIB réel par habitant, l'année dernière en Chine, a été de 6%. C'est monstrueux. Donc ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si les prix baissent, leur pouvoir d'achat augmente, même s'ils gagnent la même chose. Oui. Et c'est un peu l'endroit où est la Chine aujourd'hui, les salaires ne montent pas, mais les prix baissent, donc tu t'achètes de plus en plus de trucs. Mais logiquement, là aussi, ça amène ces prix qui baissent, ça amène la monnaie chinoise à être de plus en plus sous-évaluée vis-à-vis de pays. Alors, c'est ce que j'allais dire, ça fonctionne dans un univers où tu n'as pas à voyager, où ta consommation reste interne et où... Voilà, mais ce qui se passe aussi, c'est que si le prix de faire une voiture baisse de 3 ou 4% par an en Chine pendant qu'il monte de 3 ou 4% en Europe... tu risques pas d'acheter de Mercedes. Voilà, donc logiquement, ta monnaie devrait monter de 8% dans ce cas-là. Mais pour l'instant, comme elle est restée stable, c'est-à-dire que la Chine est en train de bouffer nos parts de marché, elle fait un peu ce que fait le Japon, quoi. Complètement. Et donc, on se retrouve avec les deux pays les plus efficients au monde, le Japon et la Chine, qui ont des monnaies grotesquement sous-évaluées parce qu'ils ont empêché leur monnaie de monter. Mais la seule solution, ce serait de laisser leur monnaie monter. Comme ça, les Chinois auraient une forte hausse de leur pouvoir d'achat international. Ils commenceraient à aller se balader dans le monde entier, ce qui permettrait à... Mais ça, les gouvernements n'ont pas forcément envie de voir, ça redonnerait de la puissance à l'Allemagne. 2, ils ont quand même encore en tête, quand on les avait privés de dollars oui, alors de tout l'époque ça c'est 2008. vrai, mais s'ils ne le font pas, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une crise chez les gens qui leur achètent aujourd'hui et qui ne pourront plus leur acheter. Donc, si tu veux, c'est, le commerce, c'est pas un truc dans lequel l'un gagne, l'autre perd, c'est les deux gagnent. Donc s'ils se mettent dans une situation pour des raisons culturelles où ils vont ratatiner les autres, ce qui est possible, c'est peut-être là dans cette mentalité qu'ils ont, à ce moment-là, ils vont créer les conditions de leur propre chute.
Tu vois? Mais est-ce qu'ils ne peuvent pas se dire, on va avoir un marché en Amérique du Sud, puisque l'Amérique du Sud est en train de se... Oui, mais si on a un gros problème, je sais pas, en Angleterre, en France, en Allemagne, l'Amérique du Sud, ça représente pas grand-chose. Il faudra, avant que ça monte. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il faut venir un petit peu en arrière, parce que les gens n'ont pas de connaissances historiques, c'est ça qui est tuant. C'est qu'en 1928, la France est dans une situation un peu désastreuse, pas comparative. Poincaré dévalue le franc français de 80%. Boum. On avait fait une émission sur toutes ces dévaluations en juin d'il y a 2 ans. Et donc, ce qui se passe, c'est que d'un seul coup, la loi qui fait la dévaluation interdit à la Banque centrale d'imprimer de l'argent sauf contre de l'or. D'accord. Donc, comme le franc français est terriblement sous-évalué, la balance commerciale explose à la hausse, mais les particuliers gardent leur or. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ne l'amènent pas à la Banque centrale, donc il n'y a pas d'augmentation de la masse monétaire. Et donc, un pays comme l'Allemagne se retrouve avec tout son or qui est siphonné en France, et sa masse monétaire qui baisse, mais comme ils ont des déficits extérieurs, ils ne peuvent pas baisser leur taux d'intérêt. Donc ça déclenche une déflation monstrueuse. Déflation monstrueuse. Mais de toute façon, ces périodes d'entre-deux-guerres ont été des erreurs considérables faites par chaque pays en croyant bien faire. Donc déflation monstrueuse en Allemagne, en 30-31, et hop, en 32 ou 33, Hitler est élu. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ces erreurs de politique économique, et en 1934, cet animal de Roosevelt dévalue contre le dollar, donc s'il relance la déflation mondiale encore plus. Donc, ça paraît idiot, mais le commerce international, ça marche si chacun respecte un peu les règles et n'essaye pas de trop tirer la couverture à lui. Tu vois, c'est la loi des avantages comparatifs. Mais ce qui m'inquiète un petit peu aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tous les gens se disent moi, je fais ce qui est bon pour mon pays et puis j'en ai rien à foutre des autres. Bon, mais on a déjà essayé, ça marche rarement. Donc c'est ça qui me fait peur. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il fallait avoir de 28 à 33, 34, c'est littéralement du... Il fallait avoir de l'or. Il fallait avoir de l'or. Oui, qui ne bougeait pas, mais tu peux avoir du franc français. Oui. Donc c'est peut-être à ce moment-là que votre position en yen, elle va cartonner, parce que ce sera à peu près la seule chose qui restera liquide, et puis à ce moment-là, la monnaie montera, non pas parce qu'elle va monter, mais parce que nos monnaies vont s'écrouler. Donc je vois arriver une période qui me fait un peu peur de désagrégation du consensus qu'on ne fait pas trop de malheur. Mais ça qui me fait peur. Ce qu'il y a d'horrible par ailleurs, c'est que quand les gens regardent les marchés, là, comme il y a eu cette rapatriation d'euros à cause de ce que faisait Trump, ils sont tous à gloser en disant « Ah, mais regardez, l'euro se porte très bien, regardez, l'euro est haut, et ainsi de suite. » Une monnaie qui monte, ça peut être un signe que ça ne va pas du tout. Je te donne un exemple, moi, quand j'étais... C'est ce qu'on appelle un chat qui rebondit aussi. Un chat qui rebondit, ça peut être ça, mais sinon, ça peut être autre chose. C'est qu'il y a eu un tremblement de terre très très fort à Kobe en 95. Hein. À l'époque, j'avais de l'argent, mais gigantesque, avec des dégâts à Kobe, qui est une ville importante au Japon, très fort. Et donc à ce moment-là, les compagnies d'assurance japonaises ont vendu tous les actifs qu'elles avaient à l'étranger pour couvrir les dégâts. Logique. Et elles ont fait monter le yen de 90 à 75. Ce qui a foutu en l'air toute l'économie japonaise. Donc, qu'est-ce qu'elles auraient pu faire d'autre à part rapatrier leur... Elles étaient obligées, mais la Banque centrale aurait pu les prendre à 90 et puis donner des dollars en échange, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils en avaient des réserves pas possibles, mais la Banque centrale japonaise est extraordinairement incompétente. Donc, ils ont laissé se créer ce débat, et puis ça a créé l'effondrement de l'économie derrière. Donc, à une monnaie qui monte, ça peut être un signe que l'économie, si tu as des actifs à l'étranger, par exemple, mettons que le Japon, d'un seul coup, aille très très mal. Ils ont tellement d'actifs à l'étranger que s'ils vendent à l'étranger et qu'ils rapatrient, leur yen va passer au travers du toit. Mais ça ne sera pas une bonne nouvelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose pour la Chine. Donc, le Japon est dans une situation tout à fait extraordinaire. Je ne crois pas qu'il y ait eu un autre cas dans l'histoire. S'il dévalue, les particuliers ont tellement de pognon à l'étranger qu'ils deviennent plus riches, parce que la valeur monte en fonction de la baisse de la monnaie. Et les sociétés vont bien. Donc le Japon est le seul pays qui gagne à dévaluer. D'habitude, quand tu dévalues, tu favorises les producteurs et tu défavorises les consommateurs. Mais pas le Japon. Donc, mais du coup, ça peut durer très longtemps, cette petite danse. Sauf jusqu'au moment où l'Allemagne saute.
Oui, mais à ce moment-là, ils seront obligés de rapatrier tout leur fric. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, oui, ça peut durer très longtemps, mais ça n'a pas une sortie de marché. C'est-à-dire que ce que les politiques qui sont en train d'être suivis un peu partout dans le monde sont peut-être des palliatifs à ce qui se passe en ce moment, mais n'ont pas de sortie de marché, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas vers l'équilibre, mais on va vers des déséquilibres qui s'accroissent. Et des déséquilibres qui s'accroissent, ça se termine toujours par une gamelle. C'est ça qu'elle... Mais et ce qu'on essaie de faire dans le portefeuille, c'est de dire, bon, si cette gamelle se passe, ben vous aurez votre or, vous aurez vos japonais yens, les actions se péteront la gueule, et peut-être les actions d'énergie tiendront le coup parce qu'elles donnent 5% de rendement, tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, ce qu'on essaye, c'est d'avoir un portefeuille qui tiendra si tout le monde devient raisonnable, et puis qui tiendra pas, mais qui tiendra aussi si les gens continuent à ne pas être raisonnables. Mais c'est pas facile, hein. Justement, alors j'avais commencé, c'est une question de quelqu'un de l'Université de l'Épargne, qui voudrait savoir si tu peux chiffrer quelque part l'effet Schumpeter versus Ricardo. Non. Je peux mesurer très bien la croissance qui vient de Ricardo, les points additionnés, etc. L'effet de Schumpeter, c'est extrêmement difficile parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on appelle la création destructrice. C'est-à-dire, ça va créer des tas de choses, mais ça va en détruire tout autant. Donc, ça va amener à des gains de productivité considérables, mais... Donc, Schumpeter, c'est pour ça que les entrepreneurs sont en général détestés dans la population. C'est qu'ils n'arrêtent pas... C'est des vrais révolutionnaires, quoi. Ils disent pas il faut augmenter le salaire minimum, hein. Ils disent on va bâtir un système où il n'y aura plus de salariés. Mm-hmm. Oui, mais là, il va falloir que... Oui, il va falloir que tu deviennes auto-entrepreneur, je ne sais pas quoi. Donc, l'invention, Schumpeter, c'est vraiment la folle du logis, le truc qui se balade dans tous les sens, c'est la... Oui, donc on peut voir des portefeuilles qui vont faire plus 650%. Hein, donc, oui, absolument, mais aussi ils peuvent d'un seul coup perdre 50% en une journée ou 100 ou je sais pas quoi. Donc, Schumpeter, c'est le côté magique. C'est la création à partir de rien. Ricardo, c'est le côté rationnel, c'est le côté suisse, on va bien organiser le travail, on va bien tout ça, ça va bien marcher. Et puis, donc la Suisse est une société ricardienne parfaite parce que comme leur taux de change monte sans arrêt, ils sont sans arrêt obligés d'être de plus en plus efficaces. Et puis quelquefois, tu peux sentir les moments. Regarde, tu racontes toujours cette histoire, c'était fin des années 80 où tu avais demandé, je crois à John Ricciardi, de t'acheter une... Oui, encore faut-il le trouver, oui, ça c'était à Driss Morris. Voilà. J'avais demandé de me trouver deux sociétés, une société qui faisait des semi-conducteurs et l'autre qui faisait des programmes. C'est-à-dire que tu les avais sentis, tu disais... dit, c'est là que ça va se passer. Ça va se passer là, schumpeterièrement. Exactement, et à la place de m'acheter Intel et Microsoft, il m'avait acheté Lexus, je sais pas quoi. Non, oui, c'est ça. Enfin, un truc qui faisait des... Lotus. Un truc qui faisait des programmes. Lotus et AMD qui n'ont rien fait du tout pendant la... Voilà, alors que... moi, j'avais trouvé la bonne idée, mais... Mais voilà, dans la réalisation, c'était... Voilà, donc c'est pas le tout de voir l'invention schumpeterienne, encore en plus... Encore faut-il trouver l'outil pour le jouer. C'est d'être discerné, ça c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai jamais eu l'argent que je méritais, mais si j'avais eu l'argent que je méritais, j'aurais acheté 10 et 10. Et j'aurais été sûr d'avoir les... c'est ce que font un peu les business angels en pariant sur le nombre, c'est une loi des nombres. Il y en a bien ce gars-là qui va gagner sa vie, quoi. Voilà, tu dis je sens bien que ça va se passer. Et je vais perdre 90 sur les 10 qui vont perdre, mais sur le 1 qui gagne, je vais multiplier par 900. Voilà. Et à ce moment-là, vous aurez un crétin à l'Assemblée nationale qui dira mais c'est scandaleux que ce gars ait gagné tout cet argent. Sans passer aux 9 qui ont tout perdu. Et à la prise de risque et au soir où tu n'as pas dormi. Oui. Bonjour Emmanuel et la team UDE. Pourrions-nous avoir un guide concret pour gérer les rendements de son cash ? On parle souvent de bons du Trésor à 3 mois comme valeur de base, mais faut-il acheter les bons émis ou peut-on acheter-vendre des bons encore en duration via un courtier ou forcément la banque ? Il n'y a pas de différence. Ouais. Une obligation à 10 ans qui a plus que 3 mois à courir, elle fera le même rendement qu'un bon à 3 mois. Donc ça, on peut pas optimiser ça de façon très forte. C'est-à-dire que, en plus, compte tenu des taux d'intérêt bas partout, vous allez gagner des queues de cerise si vous y arrivez, ça va pas couvrir les frais de transaction. Non, il n'y a pas de... La seule chose que vous pouvez faire, c'est décider d'être en bon du Trésor, je sais pas, chinois, plutôt qu'en bon du Trésor américain, mais ça, c'est une autre décision. Alors, enfin, une question sur l'IA. Merci pour votre travail si instructif. L'IA est sans doute une révolution industrielle, mais son écosystème, Nvidia, Hyperscaler, etc., semble désormais fragile avec des dettes gigantesques.
Pas de cash flow, une bulle d'amortissement, des doutes croissants sur les valeurs surévaluées. Nous sommes d'ailleurs déjà en correction. Malgré les bons résultats de Nvidia, est-ce qu'il serait judicieux de rechercher un actif antifragile supplémentaire, outre l'or, yen, valeur pétrolière, où la Chine et l'Asie ne connaîtront pas cette bulle IA et devraient en être exemptées de cette menace de correction? Alors, il y a deux choses. C'est une très bonne question, ça. C'est quelqu'un qui suit les choses de près. La différence entre les bulles qu'on a eues dans la technologie jusqu'à maintenant et celle-ci, c'est que dans les bulles de la technologie, il n'y avait pas vraiment de cash flow négatif, si tu veux. C'est-à-dire que tu faisais tes investissements, tu étais Microsoft, et puis quand tu commençais, tu avais des coûts fixes. Tu vois, tous les investissements que tu avais faits, tu avais des coûts fixes. Et puis, quand ton chiffre d'affaires passait au-dessus de ces coûts fixes, la différence, c'était les profits. Tandis qu'aujourd'hui, tu vois bien que pour gagner de l'argent sur l'IA, il faut faire des investissements monstrueux. C'est-à-dire que l'IA, ce n'est pas une structure d'options, où quand tu passes ton strike price, pouf, tu gagnes plein d'argent. C'est une structure capitaliste qui était celle des aciéries ou je ne sais pas quoi, où les coûts montent comme ça, les ventes montent comme ça. C'est simplement au bout de 5-6 ans que les deux se croisent et tu gagnes de l'argent avec une espèce de dérivé qui est assez lente. Et donc pour moi... aujourd'hui, on traite l'IA comme si c'était une structure d'options du passé. Or, c'est une structure industrielle que je connais très bien, où ceux qui vont gagner de l'argent, mais ça sera probablement dans 5-7 ans, et peut-être pas autant qu'on le pense. Donc, en quelque sorte, l'optionnalité qui existait sur Microsoft ou Amazon n'existe pas sur les autres sociétés. Et je me dis, dans ce cas-là, je préfère acheter des sociétés qui font à peu près la même chose en Chine et qui sont à un quart du prix, quoi, non? Ça me paraît pas... C'est un peu ça l'astuce qu'on fait, c'est on se dit, bon, Amazon, c'est un peu chéro, je vais peut-être m'acheter Alibaba, quoi, c'est pas cher. Tu vois, c'est le quart du prix. Et ça touche autant de monde. Et ils sont aussi bons, donc... j'essaye de répondre à ce risque d'une bulle sur l'IA aux États-Unis en réduisant le P/E ratio, enfin le multiple. Sachant que nous, on n'a pas de Nvidia, on n'a pas tout ça. On n'a pas tout ça, non. Et même, on n'a pas de S&P classique. Non. Si on avait un S&P, ce qu'on n'a pas, on aurait un S&P equally weighted, c'est-à-dire les 500 valeurs ayant la même. Donc, il n'y a pas un biais de valorisation dans nos portefeuilles. On n'a pas choisi d'avoir des trucs très chers, au contraire, on a des trucs normaux. Donc oui, moi, la façon dont je raisonne, c'est de dire, écoutez, il y a 2 IA dans le monde qui jouent en ce moment, il y a la Chine, il y a les États-Unis. La Chine, les États-Unis, ils sont hors de prix. Bon. Et la Chine, ils font à peu près la même chose, pas tout à fait, mais ils sont pas chers. Donc je me mets en Chine. Tu vois, donc j'essaie de résoudre le problème qu'ils posent en n'étant pas du tout aux États-Unis. Alors, je crois que dans une de vos vidéos, peut-être traitée avec Léonard, vous avez parlé de GAFCAL et vous avez parlé du fonds et du fait qu'il performait très bien. Ce qui a attiré l'attention des auditeurs et qui demandait est-ce qu'ils pouvaient acheter des parts du fonds. Alors, il y a des fonds qu'on a, il y a le fonds de Louis, le fonds asiatique, etc., qui sont très bien gérés en ce moment. La réponse est, vous pouvez tout acheter à ces fonds. Ce sont des fonds UCITS, c'est-à-dire de droit européen. Et par exemple, Louis n'a pas le droit d'avoir de l'or. Enfin, il a une très bonne performance cette année malgré tout. Et s'ils sont répertoriés dans votre banque, c'est-à-dire les banques peuvent acheter les fonds en votre nom, dans le fonds que vous avez dans la banque, je ne sais pas, le Crédit Agricole, ou à condition Société que ce fonds Générale ait passé les critères de sélection du Crédit Agricole, etc. Donc, vous pouvez aller sur le site, demander les références du fonds, etc. Et ensuite aller voir votre banque et dire est-ce que ce fonds est répertorié. S'il ne l'est pas, vous pouvez demander ce qu'il pourrait l'être. À ce moment-là, ils vont grogner et tout, mais ils vont peut-être le faire. Donc voilà, il faut que ce soit répertorié. Mais nous, alors les fonds maison, il y en a un qui est actions et obligations asiatiques, qui marche bien, et l'autre qui est celui de Louis, qui est un fonds, sportif. C'est-à-dire, Louis, il est assez petit, il fait 70 millions de dollars, c'est pas énorme. Et Louis ne veut pas prendre en compte les contraintes écologiques. Oui, pas de critères ESG. Pas de critères ESG. Pas déconner non plus. Aucune interdiction, sauf celle de l'or, parce qu'on ne peut pas en avoir dans un fonds européen. Ce qui est d'ailleurs un scandale. Oui. Donc c'est un truc, il était le numéro 1 au monde il y a 3 ans, je crois.
puis il s'est pris une grosse gamelle l'année d'après parce que ça a été le retour des valeurs de croissance. Cette année, il doit être encore le premier au monde ou quelque chose comme ça. Donc, ou vous serez le premier ou vous serez le dernier. Ce qui veut dire qu'en moyenne, vous ferez à peu près ce que font les marchés. Ce qui s'était passé quand il avait fait moins bien, c'est qu'il avait joué, d'après ce que j'ai compris, cette année-là, le fait, quelque part, un peu un equally weighted. C'est-à-dire, il avait joué des petites sociétés américaines en jouant une sorte de croissance ricardienne. Oui, c'est ça. Et comme Nvidia est arrivé, et en fait, tout a été sur les Magnificent Seven. Et surtout sur une valeur, parce qu'une valeur est passée de 1 000 milliards de dollars à 5 000 milliards de dollars en un an et demi, ce qui est inouï. Ce qui fait que, donc, il a plutôt bien fait. Donc, si j'ose dire, la gestion de ces deux fonds, il y en a aussi des fonds obligataires chinois, mais qu'en ce moment-là, avec les taux d'intérêt à 1,5%, c'est pas passionnant. Mais ce que je voudrais dire, si vous voulez, c'est que ce sont des fonds qu'on pourrait appeler de conviction. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir... Là, ce qu'on fait en jouant les indices, c'est que, dans le fond, on ne prend pas le risque de la sélection de valeurs. Là, quand ça marche, ça marche. Puis quand ça marche pas, ça marche pas. En fait, ce que Charles vous dit, c'est que quelque part... Moi, j'ai mis mon argent dans ces fonds, mais je ne les regarde jamais, parce que si je les regardais, je ferais des attaques. Quoi. Ouais. Il marche très bien. Enfin, il marche sur le long terme. C'est pas fait pour les sensibles, premièrement. Et deuxièmement, comme on ne peut pas avoir d'or sur les réglementations européennes, ça n'est pas forcément aussi antifragile, puisque vous aurez compris que dans une position antifragile, vous avez... Donc... Aucun de ces deux fonds n'est antifragile. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Et en plus, si vous voulez, ça m'embêterait si vous les achetiez, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que du coup, ça me met une responsabilité sur moi. Moi, j'ai rien à voir avec la gestion de ces fonds, tu vois. C'est pas moi qui suis responsable. Là, je suis responsable des conseils que je vous donne. Et puis, je les suis, et puis je regarde, et puis je dors pas la nuit, si je me fais du souci pour vous. Mais imaginez que vous preniez le fonds géré par Alfred, qui est un de nos gérants à Hong Kong, qui est au poil. Alfred Ho, qui est un Chinois très sympa. Vous allez me dire pourquoi ça marche pas, et je vous dirai, je sais pas. Oui. Tu vois, parce que si votre portefeuille marche pas, là, je sais d'où ça vient. Ce qui n'est pas le cas, parce que tu viens de regarder le portefeuille ce matin et tu m'as dit... On est en hausse de 11% depuis le 1er octobre. Voilà. Depuis qu'on a commencé. Donc je ne veux pas entendre le yen. On ne pense pas à le yen, on pense son portefeuille. S'il n'y avait pas le yen, on serait en hausse de 12,5%. Mais oui, mais voilà. Oui, mais voilà. On fait pas toujours tout ce qu'on veut dans la vie. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette question, je voulais te la poser quand même parce que, en fait, si je sais pourquoi. Certaines personnes qui n'ont rien de mieux à faire dans la vie et qui ne sont pas économiquement intéressantes, mais on leur donne trop d'importance à droite, aiment raconter que le système bancaire est en faillite. Alors, il y a eu des moments où le système bancaire a été extrêmement fragilisé. Oui, j'écoute. Oui, mais ça me déconcentre. A été extrêmement fragilisé, mais en ce moment, en tout cas dans les bancaires européennes, tout va bien et a priori les banques américaines aussi. Il y a eu des moments où ça n'a pas été le cas et on vous l'avait dit. Ce qui s'est passé, c'est comme les bancaires étaient en train de sauter, l'État a mis son bilan pour empêcher que donc par exemple, les banques européennes avaient le droit d'emprunter à -2 à la Banque Centrale Européenne et de prêter à +2 aux États. Donc c'est à la portée d'une intelligence moyenne et ça les a redressés. Mais ça veut dire que les États, eux, se retrouvent en faillite. Donc le problème qu'on a, c'est que les bancaires vont mieux, mais que la dette étatique s'est détériorée. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on te passe la patate chaude. Et voilà, là, la patate chaude, elle est passée des banques, dont les cours sont redressés, à l'État. Parce que, donc, tu avais une question pour savoir si une grosse banque comme JP Morgan venait à faire faillite, ce qui se passerait. JP Morgan, ça m'étonnerait beaucoup, parce que ce serait la fin du monde, si j'ose dire. Une grosse banque, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la première des choses qui se passe, c'est quand le système bancaire est en difficulté, les écarts de taux entre les obligations d'État de bonne qualité et les taux payés par le secteur privé augmentent de façon... Donc s'il veut regarder ça, il prend l'écart des taux entre quelqu'un que la Fédérale Réserve de Saint-Louis doit fournir les données, là c'est pas difficile, entre un 10 ans américain et un B-double-A corporate. Et chaque fois qu'il y a une crise bancaire, l'écart qui est en moyenne de 150 à 200 points de base, c'est-à-dire d'1,5 ou 2%,
passe à 5 ou 6. Donc tu as une espèce d'explosion des... Et pour l'instant, les écarts des taux sont très bas. Donc pour l'instant, bien qu'on lise des trucs, qu'il y a des gens qui sautent à droite ou à gauche, ça n'a pas d'effet sur l'écart des taux. C'est un des trucs que je regarde le plus. L'écart des taux. Vous pouvez faire ça. Il doit y avoir des données, je ne sais pas où. Faudra que je demande à Cédric, mais entre le rendement des obligations corporate européennes et les taux. Mais là, j'ai un loup. C'est que, par exemple, je regarde les taux du style LVMH ou Air Liquide. Là, LVMH et Air Liquide, aujourd'hui, ils impriment moins cher, enfin, je veux dire, ils empruntent moins cher que l'État français. Donc, les marchés sont en train de me dire, entre une dette de l'État français en euros et une dette d'Air Liquide en euros, vous devez prendre l'Air Liquide. C'est quand même pas une bonne nouvelle, enfin, je sais pas quoi. Donc, alors, enfin, en dernière question, j'ai une question à propos de ça. Quand tu es dans une période en bas à gauche... Ça, c'est la deflationary bust. Là, il faut avoir que des obligations de francs suisses. Alors, toi, tu dis obligations et Romain dit obligations et or. Lequel de vous deux a raison? Or, c'est... Oui, l'embêtant, c'est que... Imagine que... Or, dans quelle monnaie? Voilà ce que je veux dire. Imagine que tu sois... Que le Japon rentre dans une deflationary bust, là, que tu sois là. Les taux qui sont à 3,5 sur le 30 ans vont tomber à 1 ou quelque chose comme ça. Donc tu vas gagner de l'argent sur les obligations japonaises, tranquille. Mais il est probable à ce moment-là que Mme Watanabe fera rentrer tout son pognon et que le yen va monter beaucoup. Donc l'or exprimé en yen, il va baisser beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, si tu ne prends pas en compte le taux de change, tu peux avoir de l'or, mais là j'ai très peur que dans le cas du yen... Donc, obligation d'État. Obligation d'État, et d'un État solvable. Oui. Et d'un État solvable, alors... Donc, obligation d'État suisse. Par exemple. Norvégien, ou... voilà. Mais ça, pour te donner une idée, dans les 7 ou 8 dernières années, jusqu'à il y a 2 ans, la Chine, parce qu'elle tapait sur l'immobilier, était là. Et donc, c'est là où j'ai dit aux gens, il faut avoir des obligations. Et elles ont bien donné, les obligations. Elles sont montées de 25%, mais on est passé de 4,5 ou 5 à 1,5, donc on gagne plus. On est monté de 25%, c'était très bien. Et ce que je suis en train de dire, c'est que maintenant, on est passé de en bas à gauche à en bas à droite, c'est-à-dire le boom déflationniste, où il faut avoir des actions comme un malade. C'est pour ça que vous avez toutes vos actions, ou presque, en Chine, etc. Donc, si j'essaye de réfléchir... Il y a quelqu'un qui, sur le site... Oui, mais en effet, on peut avoir de l'or aussi, parce que quand tu es à gauche, là, en général, tu peux avoir de l'or. Ça veut dire qu'il y a un problème sur les monnaies ici. Les monnaies. Mais, si tu veux, pour répondre à Romain, mettons que tu te mettes... tu peux pas te mettre en obligation en franc français ici, parce que tu te dis, s'il y a une dépression en France... Non, mais de toute façon, tu te mets pas en obligation française. Non, mais l'État saute. Si on passe là en France, on est cuit. L'État saute. Donc à ce moment-là, je comprends ce que dit Romain, c'est qu'il dit vous ne pouvez pas avoir d'obligation française, mais vous pouvez avoir de l'or, parce qu'en effet, la monnaie ira à zéro. Non, il dit obligation d'État ou or. Ou or. Oui, c'est ça. Ça dépend un petit peu de l'État en question. Si l'État en question, il n'y a aucun problème sur ses obligations, tu dois avoir des obligations. Si l'État en question, ça peut faire sauter la monnaie, tu vois ce que veut dire la dépression. Comme tu viens d'expliquer sur le yen. À ce moment-là, il faut avoir de l'or. Donc ça dépend un petit peu de la solidité de l'État. Il y a 20 ans, je t'aurais dit, tu as des obligations françaises et puis tu ne embêtes pas avec l'or. Oui, mais ça c'était avant. Mais c'était avant. Donc, aujourd'hui, la question, c'est dans quel pays je pourrais ne pas avoir d'or si on rentre là-dedans. Il n'y en a pas des masses. Il y a la Suède. Par exemple, la Suède, ils n'ont pas de déficit extérieur, ils ont des excédents, ils ont un excédent budgétaire, ils ont des réserves de change, ils ont des systèmes, donc il n'y a aucun problème. Donc, la Suède, c'est un des rares pays où j'aurais des obligations ici, quoi, en Europe. C'est-à-dire, si je devais avoir des obligations en Europe, parce que l'Europe est en train de rentrer là, j'aurais des obligations suédoises et de l'or. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un petit tour avant de tout. Que tu termines, je voudrais juste montrer un graphique pour vous expliquer quel est le problème que j'ai. Donc, c'est un graphique qui s'appelle taux de change effectif, qu'on vous montrera.
Vous voyez, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure. Vous avez donc cette espèce de taux de change qui est une moyenne pondérée de la valeur de la monnaie compte tenu des pays avec lesquels le pays fait commerce. Eh bien, vous vous rendez compte que dans un monde normal, les pays bien gérés avec des excédents auraient dû voir leur monnaie monter et les pays mal gérés avec des déficits auraient dû voir leur monnaie baisser. Ben, c'est exactement le contraire qui s'est passé à cause de ces phénomènes de rapatriement et tout. Et c'est ce graphique qui me fait peur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas... Je veux dire, quand tu vois une situation de plus grande instabilité se développer, tu te dis, la probabilité que les marchés deviennent encore plus... Si c'était passé l'inverse, je me dirais, le monde est en train de retourner à l'équilibre, tout va bien. Mais là, j'ai un peu la trouille. Je me dis, le monde est en train d'accroître les déséquilibres malsains qu'il a engrangés dans les 10 dernières années. Et ça me fait un peu peur. Donc, je voudrais juste, par exemple, l'euro est monté de 10%, le dollar est monté de 10%, la Chine a baissé de 12% et le Japon a baissé de 25%. Vous dites, mais c'est n'importe quoi, quoi. Tu vois, quand tu vois apparaître dans tes études quelque chose qui te semble présager un plus grand déséquilibre, tu te dis, il faut quand même que je réduise la volatilité de mon portefeuille, que j'arrive vers les antifragiles et tout. Quelque part, je me dis, si j'avance un peu dans le futur, ça va finir par péter. C'est pas possible. Voilà. Et celui-là, tu veux pas le montrer? Bah alors celui-là, je vais le montrer. C'est pourquoi on a eu tort sur le yen. Hein. Ah. Il est rigolo. Vous voyez, vous avez la ligne bleue que vous verrez apparaître, qui est le cours de change, et la ligne rouge, qui est l'écart des taux avec les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, quand l'écart des taux, la ligne rouge se creuse en faveur des États-Unis, le yen baisse, et puis quand l'écart des taux s'est ratatiné, que ce à quoi je m'attendais, et le yen, il a commencé à baisser, et puis d'un seul coup, pof, il a décidé de mettre à monter comme ça. Et je crois, j'en sais rien, mais je me demande si ça peut avoir avec les élections françaises. C'est-à-dire, il commence à monter à partir de l'été où tu sais, où il y a eu les élections européennes, la dissolution de la Chambre et le... Donc, oui, c'était le même été, oui. C'était le même été, et d'un seul coup, et c'est là que d'un seul coup, le yen se retourne. Donc, est-ce que les gens se sont dit, oh là là, la France va très mal, donc je rapatrie mon capital en Europe, parce que je vais avoir des problèmes de fonds propres, de tout, etc. Je me demande, parce que je le montre ici, tu vois, regarde-le, il est... Mais parce que c'était bien après Trump. C'était bien après que Trump fasse son gros caca nerveux. Et d'un seul coup, tu vois, c'est exactement en juin-juillet 2020 non, que la ligne bleue remonte à partir de juin-juillet 2024. Ouais, cet été-là. C'est à partir de septembre 2024 que c'est reparti à la hausse, oui, c'est ça. Oui, mais il n'y avait pas encore Trump en septembre 2024. Il est arrivé l'an dernier, Trump. La hausse qu'on a... Oui, t'as raison. Oui, donc c'était Trump. C'est Trump qui a foutu le merdier. Moi, donc, je pense que normalement, le yen, il aurait dû aller quelque part aux environs de 120 ou 130. Et il est allé faire un tour à 155. Quoi. Ouais, c'est complètement... ce qui s'est jamais produit dans toute l'histoire. Hein. Paf, c'est la première fois qu'il y a un retournement comme ça, quoi. Donc, ça n'a aucune logique. L'analyse est impeccable, les résultats sont nuls. Écoute, laissons. C'est ce que je dis. Sachant son produit, c'est bon. Mais c'est un foutu métier. Il arrête pas de il trouve toujours une façon pour que tu aies l'air idiot. Mais il s'est passé, l'écart des taux s'est réduit. Chaque fois dans le passé, le yen montait. Et puis là, il a commencé à monter gentiment. On s'est dit, on peut y aller, les gars. Et hop, il est reparti dans l'autre sens aussi sec. Mille et une façons de se faire couillonner. Voilà, exactement. C'est un métier, je vous dis, si vous voulez, ouais. Si vous êtes, comment on appelle ça, le gars qui aime souffrir, vous savez. Oui, sadomaso. Sadomaso, si vous êtes sadomaso, ouais, il faut vraiment... c'est pour vous. Mais c'est pas grave parce que le portefeuille, les trois autres ont plutôt bien marché, donc ça va. Voilà. Bon, on a fait un petit tour de piste. J'espère qu'on a pu répondre au maximum de vos questions. Je pense qu'on a bien couvert l'actualité économique, mais surtout, financière. C'est que le but, il me semblait que le monde devait aller vers un retour à l'équilibre si on laissait jouer les forces de marché. Et que soit les Chinois et les Japonais ne veulent pas laisser jouer les forces de marché parce qu'ils veulent se payer les Occidentaux, ce qui n'est pas impossible. Soit c'est les forces de marché qui aujourd'hui jouent contre ça parce qu'elles se disent qu'il y aura un problème. Donc. Mais en fait, le retour vers un équilibre plus sain,
et retardé. Et voilà. Mais écoute, on verra quand ça arrive. On va croiser nos petits doigts et puis on va voir ce qui se passe sur le yen. Moi, personnellement, j'ai gardé ma position en yen, mais bon, on va voir ce qui arrive. Oui. Tout ça est extrêmement... vivifiant. Comme disait ma secrétaire suisse quand j'avais 30 ans, elle me disait « J'ai jamais vu quelqu'un travailler autant pour essayer de gagner de l'argent sans travailler. » C'est un beau métier. C'est un beau métier. Voilà, et merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois et on vous dit à la semaine prochaine pour des nouveaux sujets et n'oubliez pas de mettre des pouces et d'en parler autour de vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.